au chapitre des mesures normatives. Il a été adopté sous cette rubrique le décret portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. 3 nouvelles sociétés sont éligibles au bénéfice des dispositions incitatives du dit Code pour divers projets dont la mise en œuvre va générer environ 500 emplois. Ainsi, les sociétés suivantes sont agréées au régime ci-après. Jehovah Nissi Petroleum SA, au régime des investissements spécifiques, pour son projet de construction d'une sphère de gaz en vue du stockage GPL au port autonome de Cotonou. Nature Brick Sarl, au régime des investissements spécifiques, pour son projet d'implantation d'une nouvelle usine de fabrication de briques en terre cuite dans la commune de Zogodomé et Bénin Terminal SA, au régime C, pour le projet d'aménagement et d'exploitation d'un terminal spécialisé conteneur au port autonome de Cotonou. En point 2, indemnisation des personnes affectées par le projet de réhabilitation du Centre de promotion de l'artisanat et du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Cette opération rentre dans le cadre des diligences préalables à la mise en œuvre du projet qui intègre la réhabilitation de certaines infrastructures artistiques et de loisirs en même temps qu'il occasionne le déplacement des occupants des lieux. À cet effet, le rapport d'expertise a identifié plusieurs catégories de personnes affectées par le projet. En fonction des cas de figure, le Conseil a retenu, d'une part, un relogement et un accompagnement en numéraire pour celles qui disposent d'un bail amphithéotique en étant à jour de leurs obligations au regard de la réglementation et, d'autre part, un accompagnement conditionné au remboursement des loyers dus pour celles qui sont en situation irrégulière. Aussi, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargés du développement durable, ont-ils été instruits à l'effet de veiller à l'indemnisation à bonne date des personnes éligibles en vue du démarrage effectif de la phase opérationnelle du projet. En point 3, nouvelles mesures d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant AME. Conformément à sa volonté d'améliorer constamment les conditions de vie de plus de 30 000 AME déployés dans nos écoles primaires et secondaires publiques, le gouvernement a décidé d'octroyer de nouveaux avantages à leur profit. Il s'agit de l'extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de la présente année scolaire, le bénéfice d'une assurance maladie selon les modalités prévues pour les fonctionnaires, le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin, l'institution d'une prime d'engagement pour service d'intérêt national d'un montant de 20 000 francs CFA par mois et par AME à compter du mois de mars 2024. La gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME, à l'instar de ceux des enseignants fonctionnaires et contractuels de l'État. Il est à observer que, mis à part le bénéfice de l'assurance maladie et l'exemption de frais de scolarité, ces nouvelles mesures représentent un effort financier annuel de plus de 10 milliards de francs CFA à la charge du budget national. Par ailleurs, tenant compte des plaidoyers divers, le Conseil a accordé la réintégration des 175 AME qui, en 2021, s'étaient rendus coupables de démobilisation de leurs collègues ou d'absence au poste pour fait de grève et suspendus de ce fait par leur ministère de tutelle. C'était prévisible. On savait bien que la Cour allait valider le code électoral. Et les autorités de ce pays, les actuelles autorités de ce pays n'ont qu'à savoir qu'ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Oh, quelle joie immense! Je suis totalement fier. Fier de nos juges, fier de mon pays, fier du peuple béninois, fier de nos juges qui ont dit le droit. Ce qui s'est passé pendant les législatives passées où ils ont exclu les forces de l'opposition
Ils pensent que ça va continuer comme ça. Ils n'ont qu'à le faire, nous sommes là. Tout le monde doit se soumettre parce que la décision de la Cour est sans recours. Gage d'un développement économique et prospère de nos générations futures. C'est la souffrance de tout un chacun de nous dans ce pays, non? Hein? Ils ont eu les financements, non? Quand vous l'avez, les financements publics, vous avez l'obligation de respecter certaines normes, certaines règles. C'est ça. Si vous avez eu, le problème est où? Si vous n'êtes pas d'accord, apportez des amendements au lieu de tempêter. Vous n'apportez pas des amendements, on est là à crier, à tempêter, à parler dans les réseaux sociaux. Maintenant là, c'est face à face maintenant. Ce n'est plus dans les réseaux sociaux, dans les bars, dans la rue, non, non, non. Maintenant là, c'est face à face. On va voir celui qui a raison. C'est les Béninois qui ont vu que telle personne, tel individu, de telle localité peut apporter un mieux-être à mon pays. Donc je ne vois pas pourquoi on nous dit il y a opposition, il y a un mouvement. On n'a qu'à laisser tous les acteurs politiques de ce pays qui seront candidats en 2026 aller aux élections. Fini les blabla maintenant, on avance, faire le but du très haut. Une journée sans Internet, ça dépend. Bon, ça dépend de ce que vous faites ou de ce que vous faites sur Internet. Si vous êtes quelqu'un qui vit d'Internet, comme les informaticiens et autres, je pense que vous allez faire faillite avant la fin de la journée. Mais si vous êtes quelqu'un qui est dans la pratique, par exemple un menuisier ou un maçon, je pense que lui peut vivre sans Internet. Même s'il peut avoir besoin de faire des recherches pour voir tel patron ou telle chose, je ne pense pas que ça va lui coûter beaucoup plus que quelqu'un qui a son gagne-pain sur Internet. Ce serait vraiment compliqué, puisque aujourd'hui, pratiquement tout se fait sur Internet. Pratiquement tout. Que ce soit les activités, il y a des entreprises qui se créent en ligne, il y a tout qui se fait en ligne aujourd'hui. Et vivre sans Internet, ce serait vraiment compliqué. Même si c'est possible, ce serait vraiment compliqué pour beaucoup de personnes. Franchement, je pense que non. On ne peut pas faire une journée sans l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui travaillent avec l'Internet. Il y en a, c'est l'Internet qui leur permet de gagner leur vie. Et même si je prends mon cas, en tant qu'étudiant, on a des forums WhatsApp où on s'échange sur les sujets de cours et on prend aussi des cours par Internet. Donc, dire qu'on va passer ne serait-ce qu'une journée sans cet outil-là, je pense que ça serait très difficile. Déjà, Internet a beaucoup révolutionné les choses parce que l'accès à l'information, c'est très capital. Les gens n'arrivent pas à savoir des trucs simples sur comment ils vont, sur des trucs, s'il faut aller à l'hôpital pour tel truc, des trucs simples comme ça. Grâce à Internet, on peut avoir ça. Parce qu'on ne peut pas dire que Internet n'a fait que du mauvais depuis que ça existe. Mais je pense que c'est l'abus, mais l'excès, on dit que l'excès en toute chose nuit. Donc je pense que c'est l'abus de la mauvaise utilisation d'Internet qui est vraiment dangereuse. Internet, tout se résume à l'Internet aujourd'hui. Presque tout. Que ce soit les activités. D'abord, c'est un réseau social qui permet d'être proche de ses amis, de sa famille et tout. Ça crée une certaine proximité, voilà, entre nous et nos proches. On ne ressent plus la distance. Voilà. Et mis à part ça, presque tout se résume à l'Internet aujourd'hui. Les activités commerciales, les jeux. On peut même apprendre aujourd'hui sur Internet. On peut apprendre, on peut suivre des formations. Je peux être au Bénin et suivre une formation depuis Paris. Vous voyez? Donc tout se résume à Internet aujourd'hui. Donc c'est très très utile. On ne peut quasiment pas s'en passer. L'Internet permet d'avoir accès à des informations en un seul clic. Internet nous permet aussi d'échanger avec des proches très loin, sans avoir à les appeler forcément. Clairement, Internet. Je ne vais pas mentir, c'est Internet. Parce que quand je tape sur Internet, je vais sur ChatGPT, je tape exactement ce que je veux, j'obtiens exactement le résultat que je souhaite. Même si je n'ai pas le résultat que je veux, j'ai un résultat qui me donnera, en fait, que je pourrais exploiter pour retrouver ce que je cherche, en fait. Du coup,
Or, quand je vais dans une bibliothèque, déjà, je vais saluer tout le monde, aller m'asseoir, rechercher les livres, fouiller moi-même. C'est vrai que je vais retrouver peut-être les mêmes informations, mais tout ce temps, la lecture, je ne vais pas dire que la lecture, bon, sur un livre ou sur un téléphone, ça change quelque chose, mais je pense que c'est plus efficace. Internet est plus efficace dans ce cas-là. Pour la recherche d'informations, si tous les livres peuvent être documentisés sur Internet, je pense que ce serait plus fiable. Entre l'Internet et la bibliothèque, je pense qu'il y a match. Il y a vraiment match. Parce que au niveau de la bibliothèque, parce qu'on ne trouve pas forcément des informations précises sur l'Internet. Mais à la bibliothèque, on peut trouver des informations très précises dans les livres et très détaillées. Et en plus, la bibliothèque, il faut forcément te déplacer pour pouvoir aller à la bibliothèque. Mais l'Internet, même si tu es chez toi, tu peux chercher directement sur Internet. Je trouve qu'il y a un match entre les deux. Il s'agissait de la toute première édition après la pandémie du Covid. Elle a mis en compétition les athlètes dans les disciplines de tennis de table et ceux du badminton dans plusieurs catégories, ce qui explique la satisfaction du directeur du Centre culturel chinois. Parce que nous avons organisé cette édition après 3 ans de pandémie et puis aujourd'hui nous avons confusion les deux disciplines. Comme vous avez constaté, le tennis de table et puis badminton. C'est pourquoi c'est une fête. C'est pas seulement la coupe de la fête du printemps chinois. C'est une fête béninoise et chinoise parce que nous avons fêté, célébré ensemble pour le nouvel an chinois. Cette année, c'est l'année du dragon, comme j'ai dit souvent, parce que c'est presque notre dernière manifestation culturelle et sportive. Parce que pour la série d'activités du festival du Nouvel An chinois, nous n'avons pas oublié le sport, parce que le sport, ça fait la culture aussi. C'est pourquoi, comme vous avez vu, il y a beaucoup de talents parmi les pongistes et puis les pâtistes, surtout les jeunes, qui vont relever l'avenir de ces disciplines dans le futur. L'année prochaine, parce que cette année on vient de commencer, parce que pour cette année nous allons faire encore plus. Par exemple, nous avons accompagné toujours avec la fédération béninoise de tennis de table et puis de badminton dans leur organisation du championnat national. Et puis nous avons aussi des séminaires comme chaque année avant la pandémie. 2 mois en Chine, dans la province de Zhejiang, dans la ville de Hangzhou, parce qu'il y aura chaque discipline, une dizaine de coachs et puis d'athlètes qui vont partir en Chine pour suivre une formation de 2 mois. Et c'est pourquoi j'avais l'intention aussi de faire venir les coachs chinois. Et malgré que c'est pas très facile, parce que j'avais déjà l'intention pour faire ça l'année passée, mais je fais tout mon mieux pour faire venir un expert de tennis de table ou bien de badminton sur le territoire béninois pour former les jeunes athlètes du Bénin dans les 2 disciplines. Une satisfaction également partagée par les secrétaires généraux des fédérations de badminton et de tennis de table. Exactement, c'est une grande fête qui vient de s'achever ici au Hall des Arts et les badistes ont participé à cette fête avec l'ambassade de Chine et vraiment ça s'est terminé sur de très bonnes notes. Pour nous, pour nos athlètes, voilà. Nous sommes globalement satisfaits de la prestation de nos athlètes. Ils ont confirmé le championnat national qui avait été déjà réalisé en août dernier. Je pense qu'ils sont restés dans ce même schéma-là. Il n'y a pas eu bousculade au sommet. Et je pense que chacun de son côté continue de travailler pour améliorer le niveau. Parce que techniquement, nous avons aussi remarqué que le niveau technique de nos athlètes a beaucoup évolué, mais il y a toujours du travail à faire. Bon, je pense que la fête a été belle. On a enregistré plus de 75 athlètes
de toutes les catégories. Parce que pas toutes les catégories, on a fait vétérans, 40 à 49 ans, 50 ans et plus. On a fait senior, senior homme, senior dame. Et puis, il y avait tellement, le niveau était vraiment élevé. Il y avait du beau jeu qu'on a suivi. Donc, vous savez que c'est en marge. Au terme d'une journée riche en couleurs et challenges entre athlètes béninois et chinois, les Béninois ont remporté plus de victoires au tennis de table, dont la plus belle reste celle de Gagné Martin, vétéran de plus de 50 ans, sur Wei Jun, dans un match plus ou moins serré. Les 13e Jeux africains battent leur plein ici à Accra au Ghana. Les athlètes redoublent d'ardeur pour se hisser à la première marche du podium. Et déjà, plusieurs médailles ont été engrangées, notamment en cyclisme, par l'île Maurice. C'est une bonne expérience de participer aux Jeux africains ici au Ghana. Et on a eu une bonne moisson de médailles. Bonne moisson également pour l'Égypte qui, comme ici au bras de fer, a pris la tête au classement des médailles avec des performances exceptionnelles dans plusieurs disciplines. Plus de 150 médailles déjà gagnées, suivies du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Restez concentrés! Le Ghana, en tant que pays hôte, a également brillé dans plusieurs disciplines, recordant une trentaine de médailles pour l'instant. Mais la plus grande victoire du Ghana concerne l'organisation. C'est grandiose, les infrastructures sont énormes, l'ensemble, l'organisation est super magnifique. Tout se passe bien dans l'ensemble et nous sommes contents d'être là. Très intéressant, c'est des jeux qui dénotent de la vitalité de la jeunesse africaine et vivement que ce genre d'événements soient multipliés. Somme toute, les 13e Jeux africains à Accra au Ghana continuent en tout cas par offrir des opportunités aux athlètes africains de se mettre en lumière, de démontrer leur talent, leur passion pour le sport. Noël Tadegnon, Accra, Africa News. La République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. Félix Tshisekedi a décidé de reprendre les exécutions capitales, notamment contre les militaires jugés coupables de trahison et les auteurs de banditisme urbain entraînant mort d'homme. Le pays d'Afrique centrale avait introduit le moratoire sur la peine de mort en 2003, mais celle-ci n'a toutefois jamais été abolie. Le rétablissement de la peine de mort a été notifié dans une circulaire signée mercredi 13 mars par la ministre de la Justice de la RDC, Rose Mutombo. Le document explique que cette décision vise à punir les actes de traîtrise ou d'espionnage qui nuisent à la République et aux citoyens. Depuis 2 ans, la RDC fait face à une offensive des rebelles du M23 qui se sont emparés des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est du pays. Ces derniers mois, des dizaines d'opposants politiques, d'hommes d'affaires, de fonctionnaires et de soldats ont été arrêtés pour complicité avec la rébellion du M23 et le Rwanda. Selon Amnesty International, la décision des autorités congolaises est une grave régression et un nouveau signe du recul alarmant de l'administration Tshisekedi en matière de droits humains. Dans les rues, en salle ou à domicile, au Congo, tous les moyens sont bons pour faire vivre le conte. Comme ici au centre de ressources du conte de Pointe-Noire, devenu toute une école ayant déjà formé plusieurs conteurs. Certains en témoignent. Pendant un peu de temps après, Koro cessa de sourire. Oui. J'ai choisi l'art du conte pour parler de ce que nous pouvons apporter dans la société. Le conte ne s'exprime pas seulement avec la parole. C'est le corps, l'expression, la musicalité du texte. C'est ce qui emporte. Voilà, il y a un travail qui s'est passé. Mais avec Joris, je crois que c'est merveilleux, quoi. Je lui suis infiniment reconnaissant. Mais avant ce centre, il y a eu bien d'initiatives comme le festival de l'oralité au retour au Mbongi. Le vieillard qui est assis là-bas, au pied de l'arbre,
Un magma de tristesse me traverse. Des programmes destinés à redonner vie au conte dans un contexte où cet art battait de l'aile dans plusieurs sociétés africaines. Jurus Mabiala a participé à l'exhumation du conte au Congo. Mais ce qui nous manquait, c'était un laboratoire. Du coup, je me suis vu, moi et mes frères, est-ce qu'il n'était pas possible que le laboratoire de l'oralité puisse être installé au Congo et chez nous, là où le vieux père a vécu et qu'il avait déjà un public déjà préétabli qui venait écouter les histoires. Donc voilà d'où est partie l'idée du centre de ressources. Qui sans cesse envoûtent et perturbent la vie de tous les guides providentiels de... But de la manœuvre, favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de conteurs afin de perpétuer l'art oratoire africain. Pour moi, le conte, ça éveille. Tu vois tes erreurs, tu vois tes avantages, tu vois où tu peux partir, tu vois beaucoup de choses. C'est un terrain fertile où chacun tire ce qu'il veut. Preuve que la nouvelle génération de conteurs affûte déjà ses armes. Je ne sais quoi là, la directrice. À quoi tu t'attendais? À des messes de lamentation? Au Maroc, une nouvelle génération d'influenceurs sur les médias sociaux veille à ce que les hauts lieux de la ville historique de Marrakech soient mis en valeur auprès de leurs pairs dans le monde entier. Après avoir pris une photo de l'emblématique vue du toit de la place Jemaa el-Fna, l'influenceur Abderrahim Agounaou la postera sur ses profils Facebook, Instagram et TikTok. Elle apparaîtra dans les fils d'actualité de milliers de personnes. À Marrakech, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées pour créer du contenu. L'un des meilleurs endroits où je vais est cette terrasse qui vous permet de voir clairement le cœur battant de Marrakech, qui est la place Jemaa el-Fna. Cet endroit offre une vue magnifique sur la mosquée Koutoubia et sur la vieille ville. Abderrahim fait partie du nombre croissant de jeunes de la génération Z qui se tournent vers la création de contenu au Maroc. Ils travaillent à la promotion de leur ville sur leurs réseaux sociaux. Nous essayons par le biais des médias sociaux et des pages officielles que nous avons de faire connaître cette ville car elle est composée de nombreux endroits. Comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons actuellement sur la place Jemaa el-Fna. Il y a aussi la Ménara, la Koutoubia et d'autres monuments que nous pouvons promouvoir par le biais des médias sociaux afin qu'ils soient reconnus par les personnes qui n'ont jamais visité la ville auparavant. Tous deux originaires de Marrakech, ils s'amusent à se balader dans la ville à la recherche de choses à filmer et prendre en photo pour faire la promotion de leur ville. Un travail de rêve à la découverte des nouveaux lieux les plus branchés. Nous sommes la génération Z, nous sommes soumis à beaucoup de critiques. On dit que nous sommes irresponsables, que nous utilisons constamment le téléphone et que nous ne faisons rien. Je crois que nous avons la chance d'utiliser la technologie et d'en tirer profit. Nous sommes une génération qui a cet avantage plus que les générations précédentes. Souvent confrontés à des critiques de la part de générations plus âgées qui leur reprochent une addiction au smartphone, ils rétorquent qu'ils utilisent certes leur téléphone, mais qu'ils le font à des fins positives comme le lancement d'un commerce. Le contenu que je propose est lié au sport et au football en particulier, qui a une grande audience car c'est le sport le plus populaire. Nous sommes ici dans la ville de Marrakech, c'est pourquoi je fournis du contenu lié au club Kaoukab de Marrakech, qui est également considéré comme l'un des monuments historiques de la ville. Pour l'instant, les deux influenceurs travaillent à Marrakech, mais ils disent espérer s'étendre à d'autres villes au Maroc, ainsi qu'à l'étranger si l'occasion se présente. L'Union européenne a annoncé dimanche la mise en place d'un partenariat pour 8 milliards d'euros avec l'Égypte, dans les domaines de l'énergie mais surtout des migrations. L'accord suscite l'inquiétude des défenseurs des droits humains alors que la pression économique, les conflits et le chaos dans les pays voisins pourraient pousser davantage de migrants vers les côtes européennes. Même si la côte égyptienne n'a pas été une rampe de lancement majeure pour les passeurs et les trafiquants d'êtres humains qui envoient des bateaux surchargés à travers la Méditerranée, l'Égypte est confrontée aux pressions migratoires de la région avec la menace supplémentaire que la guerre entre Israël et le Hamas se propage au-delà de ses frontières. Cet afflux de fonds, qui s'étalera jusqu'à fin 2027, est une bouffée d'oxygène pour l'Égypte, qui traverse actuellement la pire crise économique de son histoire. Il s'ajoute au dernier coup de pouce financier reçu par le Caire, 35 milliards de dollars injectés par les Émirats arabes unis.
L'accord devrait être signé lors d'une visite de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, selon des responsables égyptiens. Les forces israéliennes ont lancé une incursion à l'hôpital Shifa de Gaza tôt ce lundi, accusant les militants du Hamas de l'utiliser comme base, suscitant des préoccupations humanitaires alors que des civils ont été touchés. Selon le ministère de la Santé de Gaza, un incendie à l'entrée de l'hôpital a provoqué des suffocations parmi les femmes et les enfants. Les médias israéliens rapportent que l'armée a pris le contrôle de l'établissement et a détenu 80 personnes. Cet assaut a intensifié les inquiétudes quant au respect du droit international à Gaza, où la population est déjà confrontée à des conditions difficiles. Nous souffrons ici, et tout ce que nous voulons, c'est de la farine pour manger, et ce n'est même pas de la nourriture. Nous mangeons du pain sec, mais nous disons merci à Dieu. Le porte-parole principal de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a justifié l'opération en déclarant que l'armée avait agi sur la base d'une intelligence concrète en menant une opération de haute précision dans certaines parties de l'hôpital. Soulignons que malgré les ordres d'évacuation israéliens, jusqu'à 300 000 Palestiniens seraient restés dans le nord de Gaza, où beaucoup sont confrontés à de graves pénuries alimentaires.